Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Elijah, 15 ans, est mort sous les balles à Nantes, victime du narcotrafic. J'ai une pensée pour ses parents, sa famille, ses camarades et les professeurs du collège Rutigliano, tous ses proches bouleversés par cette tragédie. J'ai aussi une pensée pour les 2 adolescents blessés dans cette fusillade. Je salue les élus locaux, les associations, les enseignants, les éducateurs, les forces de sécurité et de secours mobilisées chaque jour sur le terrain face à cette hyper-violence qui gangrène trop de quartiers, trop de villes. Mais combien faudra-t-il d'enfants et d'adolescents blessés ou tués? Combien de familles détruites? Le mois dernier, à Villefranche, un jeune de 13 ans a lui aussi été tué par balle. Dans cette affaire, un mineur de 15 ans est suspecté. La jeunesse est désormais en première ligne, tantôt victime collatérale, tantôt main-d'œuvre facile, instrumentalisée par des réseaux criminels. Des enfants tuent des enfants. La loi contre le narcotrafic commence à produire ses effets, mais nous voyons bien les limites du seul volet répressif. Aujourd'hui, cette politique doit intégrer un volet de protection de l'enfance, de protection des mineurs, prévention spécialisée, présence éducative dans les quartiers, lutte contre le décrochage scolaire, accompagnement des familles sont aussi des leviers contre les trafics. L'État doit mettre les moyens pour protéger la jeunesse. Monsieur le ministre, au-delà des quelques expérimentations déployées sur le territoire, quand le gouvernement entend-il présenter un véritable plan national de prévention de l'entrée des mineurs dans le narcotrafic? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, je me suis effectivement, comme vous le savez, rendu à Nantes sur ce qui est un drame, avec un jeune qui a été abattu sur un point de deal, au pied d'un immeuble, à 15 ans, et 2 autres blessés de 13 et 14 ans. Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous faisons en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants. On entend trop dire que l'État est dépassé, que nous ne sommes pas efficaces. Je crois que les chiffres sont là pour attester que nous démantelons sans cesse plus de réseaux, que nous déstabilisons les trafics, y compris jusqu'à Nice, que je veux encore citer, où on entend dire que l'État est dépassé. Et à Nice, il y avait encore 12 points de deal, il n'y en a plus que 2, et on continue à pilonner, on continue à pilonner. Vous avez raison, et j'irai droit au but, je vais vous répondre à votre question. Oui, ce qui est inquiétant dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes qui sont impliqués dans les trafics, à tous les échelons d'ailleurs de cette sinistre hiérarchie, y compris jusqu'à l'échelon de l'exécutant, de celui qui va participer à un règlement de compte, où on a parfois des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, et c'est effectivement intolérable. Et vous avez raison de poser le problème tel que vous le posez. Il n'y a pas que le régalien, il n'y a pas que l'action du ministère de l'Intérieur, l'action du garde des Sceaux, l'action du judiciaire, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des actions qui doivent nous conduire à nous interroger pour comprendre comment des jeunes peuvent basculer à ce niveau-là dans le narcotrafic et dans la délinquance. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que le Premier ministre réunira maintenant dans les jours qui viennent le comité interministériel de lutte contre la criminalité organisée qui intéresse tous les ministres, parce qu'il est aussi important de mener d'autres types d'actions, dont celles que vous avez citées. Mais je veux aussi rappeler quand même, ne perdez pas de vue que Mme Marie-Pierre Védrenne, ministre déléguée auprès de moi, vient de lancer la stratégie nationale de prévention de la délinquance et qui comporte énormément d'actions qui visent également à faire en sorte que les mineurs ne basculent pas dans cette action violente. Mais vous avez raison, je vous rejoins tout à fait. La réponse répressive, nous l'aurons, elle sera toujours là, mais il faut aussi qu'on pousse tous les feux sur tous les sujets, et y compris évidemment sur la réponse éducative, de prévention, et bien d'autres acteurs doivent être impliqués. Et je vous rejoins, Madame la sénatrice, tout à fait là-dessus. Monsieur le ministre, effectivement, lors d'un débat en décembre, ici même au Sénat, vous étiez nombreux au banc pour traiter cet enjeu du narcotrafic. Ça appelle effectivement à une analyse et des actions en interministériel. On l'a dit et redit après la loi narcotrafic, il faut un pilier santé publique, prévention, notamment prévention des addictions. Il faut aussi ce volet protection des mineurs. Madame la ministre, environ 1,5 million d'associations actives dans notre pays s'appuient sur 1,8 million de salariés et 20 millions de bénévoles. Je leur témoigne notre reconnaissance. Elles assurent des missions très variées: éducation populaire, caritative, de l'économie sociale et solidaire à la citoyenneté. Ces associations sont essentielles. Elles accompagnent nos aînés, nos plus jeunes. Elles gèrent nos services d'accompagnement vers l'emploi. Elles sont nos filets de sauvetage pour les plus fragiles, les personnes en situation de handicap, les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Elles assurent la protection de l'enfance. Le tiers de ces structures à but non lucratif dispose de moins de 3 mois de trésorerie et 400 000 d'entre elles envisagent une cessation d'activité.
Leur fermeture représenterait l'effondrement de notre système de solidarité. Derrière ces chiffres, ce sont des personnes, des familles que l'on plonge dans la précarité et dans l'insécurité. La tendance continue d'une érosion de leur budget depuis plusieurs années inquiète. Elles font face à une augmentation des bénéficiaires et des dépenses contraintes. L'État leur fixe des objectifs inconciliables avec des moyens réduits. Elles n'ont plus de trésorerie nécessaire pour assurer le recours aux aides européennes. Les fondations y sont submergées de demandes de cofinancement. Les collectivités locales sont appelées à compenser le désengagement de l'État. Les associations et leurs membres méritent un juste financement de leurs activités. Ciment de la cohésion sociale, il leur faut de la visibilité pour agir avec sérénité. Alors que les professionnels et les bénévoles, qui forment une dynamique collective et complémentaire, s'épuisent faute de moyens à la hauteur du défi que l'État leur demande de relever, quelles mesures entendez-vous prendre pour protéger et garantir la pérennité du secteur associatif qui est exsangue ? Merci d'abord, Madame la sénatrice, d'avoir rappelé le rôle absolument essentiel que remplissent aujourd'hui nos associations, leurs salariés et leurs bénévoles partout sur nos territoires, notamment en matière d'action sociale, puisque ce sont les activités que vous avez pointées dans votre intervention. Je ne nie pas, personne ne peut nier ici les difficultés auxquelles est confronté le monde associatif, comme ça a été évoqué également le monde économique. Malheureusement, vous l'avez rappelé, aujourd'hui de nombreuses associations sont menacées, en tout cas de licencier certains salariés. Alors pour autant, l'État n'a pas baissé pavillon, Madame la sénatrice, vous le savez, puisque le soutien financier de l'État apporté au monde associatif n'a pas faibli et ne faiblira pas. Je vous rappelle que le dernier jaune budgétaire qui est disponible montre un soutien de l'État à hauteur de plus de 9,5 milliards d'euros, auxquels viennent s'ajouter les mesures de défiscalisation qui sont estimées aujourd'hui pour 2026 à plus de 4,98 milliards d'euros. C'était important de le rappeler puisque vous savez que dans le PLF 26, il y a une mesure très importante qui était attendue, qui était celle de la revalorisation du plafond de la défiscalisation Coluche à 2 000 €, c'était très attendu par le secteur. Vous dire que dans les crédits du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, les crédits ont été sanctuarisés sur des crédits qui sont structurants. Je pense au FONGEP qui vient soutenir des emplois, je pense au FDVA, vous savez, le Fonds de développement de la vie associative, ou je pense aussi au Guide Asso qui vient aider nos associations. Vous dire également que nos associations, elles ont besoin de prévisibilité, de lisibilité budgétaire, et donc nous avons porté la possibilité sur les conventions d'objectifs et de moyens qui leur sont alloués, de porter à 4 ans les conventions. Et puis, vous dire qu'aujourd'hui, bien évidemment, j'entends le besoin de mettre en œuvre une conférence des financeurs et vous dire qu'hier, j'étais encore au séminaire d'Exopé qui rassemble, vous le savez, les employeurs du secteur associatif. Donc, un acte 1 va être lancé puisque demain, nous avons une première réunion de travail afin de mettre en œuvre cette conférence des financeurs pour faire en sorte que nos associations trouvent aussi de nouveaux modèles économiques, les rendant moins dépendants des aides publiques. Le gouvernement ne peut se départir de ses obligations. En réalité, les budgets sont peut-être maintenus, mais les bénéficiaires sont plus nombreux et les crédits baissent en réalité, compte tenu également de la situation socio-économique qui fait que leurs charges sont également plus importantes. Ils subissent également le coût de l'augmentation de l'électricité, de l'essence, je pense aux aides à domicile par exemple. Et je crois aussi qu'il faut relever la question des professionnels de l'aide à domicile en particulier, qui, elles, attendent l'agrément d'une convention collective qui n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour. Je prends cet exemple qui démontre bien que l'État n'est pas au rendez-vous. Monsieur le ministre, mes chers collègues, vous connaissez le Groland avec ses caricatures de dirigeants outranciers dans un pays heureusement fictif. Eh bien, parfois, la réalité dépasse la fiction. À Carcassonne, le nouveau maire, rendu célèbre par un projet de renvoyer les femmes faire la soupe, explique à présent que lui-même va faire le ménage. Qu'on n'imagine pas une volonté soudaine d'équilibrer les tâches domestiques, mais plutôt de s'en prendre aux lycéens, aux drapeaux européens, aux mendiants, aux associations, à la presse locale et maintenant aux syndicats, et qu'il veut mettre à la porte de la Bourse du Travail ce local municipal qui les abrite depuis 90 ans pour un unique motif de divergence d'opinion. Même si l'on a tendance à oublier, le syndicalisme est une liberté essentielle qui a permis par le dialogue social d'apporter aux salariés français des conditions de travail dignes. Ce qui se joue en fait dans cette affaire n'est pas un enjeu local, mais le risque d'un dangereux précédent pour notre République. Ces offensives trumpistes de démolition, de clivage, de bâillons des pensées divergentes se multiplient partout en France et visent à déstabiliser notre pacte social et politique. Mes chers collègues, la liberté d'administration des collectivités, à laquelle chacun d'entre nous est, dans l'hémicycle, est viscéralement attaché, ne saurait devenir une arme
contre d'autres libertés. N'en déplaise aux admirateurs de Louis XVI, l'époque des lettres de cachet est révolue. Et en République, posséder des murs ne donne pas le droit d'y contrôler les consciences. Fort heureusement, la loi ne permet pas aujourd'hui à un maire d'expulser pour délit d'opinion un enseignant de son école ou un curé de son église. Mais de la même façon, nous ne pouvons pas tolérer l'expulsion pour ce motif d'un syndicat de salariés. On le sait, une démocratie ne tombe jamais d'un seul coup, elle recule pas à pas chaque fois que nous manquons de courage pour la défendre, chaque fois qu'un contre-pouvoir républicain est muselé, chaque fois que l'on banalise une atteinte aux libertés. Sans doute l'heure est venue, face à ces attaques de l'intérieur contre nos libertés, de renforcer leur protection, y compris si nécessaire en inscrivant en droit ce qui pouvait jusqu'à présent se contenter de l'évidence et du bon sens républicain. Je ne vous demande pas, monsieur le ministre, une belle déclaration pour me dire que vous êtes d'accord avec mes propos. Je vous demande solennellement d'intervenir afin que soit garanti le respect des libertés syndicales et des principes républicains. Monsieur le sénateur, j'ai pris connaissance d'ailleurs d'un courrier qui nous a été adressé à moi-même et au ministre de l'Intérieur, adressé le 15 mai de la part des 7 organisations syndicales sur la situation que vous évoquez à Carcassonne. Vous le savez, le principe constitutionnel de libre administration des collectivités, auquel votre Chambre haute est naturellement très attentive, limite les moyens d'action directe du gouvernement. Pour autant, plus qu'une question de droit, l'expulsion par le maire de Carcassonne d'organisations syndicales du local, mis à leur disposition jusqu'ici de manière historique, est une décision qui interpelle. Le fervent défenseur du dialogue social que je suis, je sais que nous sommes nombreux à partager ce sentiment. Car expulser les organisations syndicales de leurs locaux témoigne d'une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires, mais peut-être plus encore une forme de mépris de la démocratie sociale. Ces décisions m'interpellent, d'autant plus que le Sénat, il y a quelques jours, a reconnu l'esprit de responsabilité des partenaires sociaux lundi dernier en transposant fidèlement l'accord national interprofessionnel sur les ruptures conventionnelles individuelles. Au nom du gouvernement, je souhaite donc rappeler que les salariés doivent pouvoir avoir accès en proximité aux organisations syndicales. C'est une question d'accès aux droits et un enjeu fondamental de l'exercice de la liberté syndicale dans nos territoires, que notre histoire sociale et le patrimoine architectural associé à ces locaux, car les bourses du travail sont souvent d'authentiques palais ouvriers de nos cœurs de ville. J'ai tenu, avec Madame la ministre Françoise Gatel, et à la demande d'ailleurs des organisations syndicales, à missionner le maire de Sceaux, M. Philippe Laurent, pour dresser un bilan relatif à ces bâtiments que sont les bourses du travail, d'identifier les bonnes pratiques dans les villes concernées et de formuler des recommandations pour maintenir ce patrimoine vivant. Au nom du gouvernement, je souhaite donc redire notre attachement à la démocratie sociale et aux bourses du travail qui en sont un lieu d'expression central.